Bonjour Marc-Gabriel Draghi et bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour Nicolas Stocker, je suis ravi d'être avec vous. Bon, l'ambiance était bonne sur cette première partie de matinale et on cherche absolument à faire en sorte que les personnes qui nous suivent se réveillent avec un peu de rire parce que tout n'est jamais très drôle et en plus les informations qu'on commente sont particulièrement atroces. Euh, il ne faut pas imaginer que nous nous moquions d'une quelconque façon, évidemment, de ce dont nous traitons. Mais parfois, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je rappelle, Marc-Gabriel Draghi, juriste français, à l'origine spécialiste dans l'histoire du droit, et puis, il écrit des livres sur le capitalisme, le règne des marchands du temple, le gouvernement des banquiers. Ça vous plante un peu le personnage. Et en 2021, il sort son second ouvrage intitulé Le Grand Reset en marche, un recueil de chroniques sur l'actualité politique et économique. À l'époque, c'était en 2020. Donc évidemment, il a dans le collimateur, entre autres, un certain Klaus Schwab. Il sort le livre La Grande Narration vers la mort des nations, qui est un livre évidemment maître pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui sur le plan économique, financier, géopolitique, parce que géopolitique et l'aspect financier et économique, évidemment, sont indissociables aujourd'hui. On a beaucoup de choses à commenter, Marc Gabriel. Est-ce qu'on commence peut-être par la situation française, comme on le fait dans nos revues de presse, Ouais, je pense que c'est une bonne introduction, Nicolas. avec Barnier, dont vous faites un nouveau Draghi, alors qui est un homonyme. Hein. On vous rassure tout de suite, Marc-Gabriel Draghi il n'y a aucun rapport avec l'ancien président de la commission. Il était président de la commission européenne, hein, Draghi. Ba- Hein. Banque, Banque centrale Banque européenne centrale, et pardon. Voilà, président du Conseil italien. bien sûr. Et Mais, oui, mais Barnier était un commissaire européen, donc c'est un peu le même profil professionnel de technocrate. Et oui, je fais le parallèle. Alors, malheureusement, on va rentrer dans les détails techniques. On va sortir du débat sur Antigone, qui était d'un grand niveau pour finir ces chroniques d'actualité. Mais oui, clairement, Barnier, bon, la nomination de Michel Barnier s'apparente un petit peu à la nomination en tant que président du Conseil en 2021 dans le gouvernement italien de Mario Draghi. D'ailleurs, on le rappelle, Jacques Attali cet été, toujours lui, avait appelé de ses voeux à la formation d'un gouvernement technique de technocrates pour enfin réussir à dégager des économies. Donc, dégager des économies pour Jacques Attali, c'est quoi? En réalité, on le voit, il y a encore eu un dérapage impressionnant des finances publiques avec le déficit public qui a atteint les 6,1% avec l'annonce du départ du formidable Bruno Le Maire. Donc, il faut rappeler que 6,1% pour que les gens est un élément de comparaison, c'est beaucoup, puisqu'en 2022, on était déjà à 4,7 et 4,7, c'est déjà au-dessus des fameux critères des 3% imposés par l'Union européenne. Donc maintenant, on en rigole souvent, puisque les critères de déficit budgétaire sont plus que dépassés au fur et à mesure que les années passent. Mais c'est quand même symptomatique, puisque c'est un gros dérapage. Et la dette publique française, donc il y a eu des communications de l'agence France Trésor. On s'était vu, Monsieur Stoker, fin du mois d'août, il me semble. Et oui, l'agence France Trésor a communiqué sur la situation désastreuse pour la dette publique française. Donc on a bien dépassé les 3000 milliards. On est à 3228 milliards de dette publique et aussi hérité, aggravé par ce déficit budgétaire de 2024. Et donc, en gros, la nomination d'un gouvernement qui s'est fait attendre après, comme vous l'avez très bien dit, la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques de 2024, elle était en fait plus qu'une volonté populaire. On l'a beaucoup dit ici et vous le rappelez souvent dans vos émissions. En réalité, ce gouvernement technique est presque, comment dire, une, c'est fait pour satisfaire les volontés des créanciers plus que la volonté des électeurs. Le gouvernement Barnier est là pour rassurer
dans une certaine mesure les grands bailleurs de fonds de l'État français et pour donner un petit peu des gages sur les nouvelles rentrées fiscales. Là, depuis quelques jours, tout le monde l'annonce. Le budget 2025. Alors, je rappelle que sur votre antenne, Nicolas, je m'étais permis de dire qu'il y aurait un vote du budget 2025, il y aurait des compromis. Je tiens parce que j'avais tenu le pari. Alors, on est à quelques jours pour savoir si je vais avoir bon ou pas. Je pense qu'il va y avoir un Votez vote sur le budget 149.3, hein, Marc-Gabriel. Votez 149.3. Oui, à l'époque, j'avais pris le risque de dire qu'il y aurait une adoption On va voir. 149.3. Alors, il a évidemment lancé l'idée, en tout cas, que le 49.3 était possible. Alors, comme vous l'avez très bien dit dans la première partie, on va continuer sur la farce théâtrale du gouvernement français et du gouvernement Borne si c'est enclenché, puisque là où on lançait une nouvelle dynamique, enfin, où on va dire l'État souhaitait entrer dans une nouvelle dynamique avec un personnel plus responsable. Et d'ailleurs, on le voit avec le ton Barnier, je me permets de le dire. On revient un petit peu. Je suis pas du tout à défendre Michel Barnier, évidemment, hein, qui est un pro-européen, un européiste qui souhaite la destruction des nations européennes, mais on retrouve un ton à la politique de papa un petit peu, c'est-à-dire on est quand même sorti des extravagances et on va dire du ton Attal, et même du ton Borne avec des ministres comme Véran ou des voilà, il y a évidemment une partie du gouvernement qui est un gouvernement macronien. Il suffit de prendre Agnès Pannier-Runacher, Sébastien Lecornu, où on voit qu'Emmanuel Macron a quand même gardé certains membres du personnel euh, pour, euh, pour préserver une continuité dans la politique macronienne. Euh, et à côté de cela, on voit qu'il y a des éléments un petit peu nouveaux qui pourraient contenter, en tout cas d'un point de vue du narratif, comme Retailleau, on fait croire qu'on va solutionner ou en tout cas lutter contre l'immigration avec un ministre qui est véhément sur certaines thématiques. Après, on jugera dans la réalité de l'action politique, puisque n'oublions pas que nous restons dans l'Union européenne. Et même si les Allemands ferment les frontières, la gestion de l'immigration se fait en grande partie désormais au niveau de l'Union européenne. Mais sur le gouvernement Barnier, ce qui est intéressant, c'est bon, évidemment, en fait, l'orientation politique principale, c'est dégager des économies, comme le disait Jacques Attali. Donc, il a orienté les économies vers 60 milliards d'économies avec 40 milliards de, 40 milliards de, on va dire de, je vais y arriver, ou des économies réelles et 20 milliards d'augmentation de recettes. Alors c'est déjà une stratégie qui est contestée, hein. Certains disent qu'il n'arrivera pas à faire autant d'économies, certains disent que les recettes seront aussi plus faibles puisque l'inflation a baissé. Alors ce qui me fait un peu rire, c'est quand on entend François Villeroy de Galhau dire que l'inflation va passer en dessous des 2%. En réalité, c'est réellement de la communication puisque l'inflation réelle, pas celle qui est communiquée, est bien au-delà de celle qui est annoncée. Je rappelle qu'à la période 2021-2022, sur la plupart des biens, notamment alimentaires, énergétiques, on était sur une inflation qui était à 2 chiffres. Là, en effet, il y a eu un ralentissement de l'inflation, ce qui ne veut pas dire une baisse du taux, mais un ralentissement de l'augmentation des prix. Mais je vois mal une inflation pour 2025 à moins de 2%. Voilà. Donc on va voir après les orientations de Michel Barnier. Euh, je pense quand même que le sujet principal, c'est l'augmentation des taxes. On a vu ces derniers jours euh, un carnaval fiscal en commission des finances présidé par le très grand entrepreneur Éric Coquerel de la France Insoumise. Je rappelle qu'il avait une entreprise de communication. Donc, vous voyez, quand la France est gérée par ce genre d'entrepreneur qui bénéficie des contrats des copains, on a quand même à craindre. Et Barnier l'a annoncé, ce qui est quand même intéressant à noter, c'est qu'il y a un parti pris sur l'augmentation du coût du travail en France. Ce qui est quand même une première depuis François Hollande, il faut le rappeler. Même François Hollande, grand président socialiste, avait réussi
à faire baisser le coût du travail en France, qui, rappelons-le, est le coût du travail champion du monde. On est encore champion du monde sur ce volet-là. C'est-à-dire il n'y a pas un coût du travail plus élevé dans les autres nations du monde. Donc, excuse-moi, Michel Barnier a pris le parti de communiquer sur le fait que il fallait faire des efforts et qu'il y aurait certainement une augmentation du coût du travail en France. Alors évidemment, on a eu les députés macronistes qui ne se mouchent pas du coude et qui ne se privent pas de critiquer le nouveau gouvernement, comme Gérald Darmanin ou Gabriel Attal, qui se permettent de dire qu'ils ne soutiendraient pas ce genre d'initiative, alors qu'ils sont presque les principaux responsables de la situation actuelle de la France. Donc c'est toujours assez drôle de constater ça. Et on voit d'ailleurs que Michel Barnier s'est un peu agacé et a remis encore une fois en place des gens comme Gabriel Attal ou Darmanin, en leur faisant comprendre qu'ils étaient quand même responsables, il y a quelques semaines encore, de cette situation budgétaire. Et juste pour terminer, Nicolas, je rappelle que la France, en 2025, prévoit, pour que les gens aient un petit peu cet ordre d'idée-là, prévoit d'emprunter sur les marchés 300 milliards, 300 milliards pour le budget annuel sur les marchés, ce qui est un nouveau record. L'ancien record était 270 ou 280 milliards en 2024. Donc là, on passe encore un nouveau seuil. Alors évidemment, c'est BlackRock ou les grands bailleurs de fonds qui sont ravis. Et ça témoigne en réalité, on ne sait pas quelle est la cause et quelle est la conséquence. Le fait d'emprunter autant d'argent sur les marchés financiers, ça prouve, comme le disait Raffin, qu'on doit satisfaire la volonté des créanciers avant celle des électeurs. Et le gouvernement Barnier, alors je vais reprendre un pari, je pense que le gouvernement Barnier pourrait aller à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, à part s'il y a un événement très très important, par exemple une révolte populaire comme les Gilets jaunes ou celle des agriculteurs, de manière massive. Mais je pense sinon que le gouvernement Barnier, si on reste dans l'apathie générale post-Jeux Olympiques, pourrait nous amener, en tout cas sur les 2 années qui restent, vers la prochaine élection, puisque tous les partis politiques ont un intérêt à ce que Michel Barnier reste aux commandes, que ce soit le Rassemblement national qui, quoi qu'il arrive, pense récolter les fruits et les gains à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. La France insoumise qui s'agite beaucoup, mais qui en réalité préside des grandes commissions et a un espèce de levier, en tout cas fiscal, pour imposer certaines choses. On l'a vu avec les déclarations justement d'Éric Coquerel il y a quelques jours. Et après, on a aussi les républicains qui ne pourront pas prétendre, je pense, à terme à participer à un gouvernement. Donc on va voir, mais il n'est pas impossible que le gouvernement Barnier soit aux commandes de l'État pendant plusieurs mois. Et juste pour terminer, on voit qu'il y a il y a des retours de vieilles taxes qui avaient disparu depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, une hausse de la flat tax ou un retour de l'exit tax. Alors l'exit tax, c'est quand certains contribuables changent leur résidence fiscale et quittent la France, par exemple pour la mettre de France en Belgique. Voilà. Donc il y a une nouvelle taxe. Donc c'est pareil, en France, on est les champions pour inventer des nouvelles taxes. Et ce qui m'a fait assez rire et qui est symptomatique de ces derniers jours, c'est qu'on a parlé, je pense que vous l'avez vu, d'une taxe sur les chiens ou les chats, Oui, 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 comme oui, sur bah, le sur les modèle chiens allemand. en particulier, oui, oui, bien sûr. Sur les chiens en particulier, alors évidemment, on nous dit ça sera provisoire. Vous savez, c'est comme la vignette l'automobile. Ça devait être pour une année ou 2 années, puis c'est resté plusieurs décennies. Donc on va voir ce qui Et va se passer. visé, Mais ce qui est visé, Marc Gabriel, pour juste réintervenir sur les déjections canines, évidemment, c'est la vieille histoire justement des crottes de chiens dans les rues, sur les trottoirs. Il y en a partout à Paris, donc c'est pas un problème. Il paie énormément de taxes, mais vous inquiétez pas, personne ne les ramasse. L'époque bénie entre guillemets des motocrottes, on avait beaucoup moqué Chirac avec ses fameuses motocrottes. Moi, je m'en souviens parce que peut-être vous moins, Marc Gabriel, parce que vous êtes bien plus jeune que moi, mais moi je me souviens comment on avait moqué Chirac à l'époque, mais pourtant il n'y avait pas une crotte de chien dans une capitale qui comptait je ne sais combien de millions d'animaux domestiques. Aujourd'hui c'est une horreur, vous ne pouvez pas aller sur un parterre d'herbe dans Paris sans récolter le porte-bonheur habituel.
si c'est du pied gauche, hein, c'est ça, ou du pied, je me rappelle pas. Les internautes me diront si c'est le pied gauche ou le pied droit. Et donc, bah oui, on va les taxer aussi pour ça. Alors qu'en général, bon, je sais pas, ça fait partie. On appelait ça des cantonniers à une époque. C'est une direction importante avec les espaces verts qui est le nettoyage des rues. On a bien vu d'ailleurs que pendant les JO, et je terminerai juste là-dessus avant de vous rendre la parole, qu'on avait trouvé en effet un Paris un peu moins sale, je dis bien un peu moins sale, mais qu'il avait fallu du sureffectif. Il avait fallu alors c'est pas des bénévoles, donc ce sont des gens qui avaient remis leurs vacances à après pour faire partie de brigades de propreté dans Paris. Hein, c'est-à-dire que ça n'avait été que le temps du village Potemkin. Mais si vous voulez, non pas le village Potemkin toute l'année, pas la parenthèse enchantée toute l'année, mais un peu moins de déjection canine dans vos rues, ça va vous coûter très cher, oui. C'est Tout à inouï. fait. Mais en fait, bon, donc, comme vous l'avez dit, c'est un prétexte et alors, il prête à sourire, mais c'est quand même inquiétant parce que quand on enclenche cette phase de taxer un peu tout et n'importe quoi, il y a la célèbre phrase qui dit on vous taxera l'air que vous respirez. Ben, en fait, on enclenche C'est le cas. justement un processus de saignée fiscale qui viendra in fine nous toucher, parce que j'entends certains dire bah moi c'est pas grave, j'ai pas de chien ou j'ai pas de chat. Bon, faut pas raisonner comme ça, justement. Il faut se dire là quand on commence à enclencher ce genre de processus, on va sur un processus qui sera en tout cas fiscalement totalitaire. Dès que vous bougez le petit doigt ou que vous prétendez posséder quelque chose, le fameux vous ne posséderez rien et vous serez heureux, bah justement, pour les pauvres, ils n'auront pas le droit de procéder à un animal de compagnie. Et juste pour faire le lien avec les sujets qu'on va aborder sûrement après, Nicolas, la dette est un problème mondial. C'est pas un problème spécifiquement français, même si la France en a malheureusement pour elle une grande partie. Il y a le Fonds monétaire international qui a sorti un rapport là il y a quelques semaines, à la fin du mois de septembre, où il a fait un grand état, un état des lieux de la dette mondiale dans le monde. Et justement, alors ça a été rappelé, actuellement la dette représente 93% du PIB mondial. C'est-à-dire en 2024, la dette publique de l'ensemble des nations du monde, c'est 93% du PIB mondial. Ça concerne évidemment en, en, priorité l'Occident décadent. Il y a aussi quand même le Japon, alors qu'on peut mettre ou pas dans l'Occident. Mais dans ce rapport, il y avait un chiffre qui était relevé, qui était très intéressant. Donc, 93% du PIB mondial, c'est 10 points de plus par rapport à 2014-2015. Donc, ce qui est considérable. Il s'est passé encore une phase, on a été encore dans une phase d'aggravement de la dette. Et dans ce rapport, il est dit qu'en 2030, c'est toujours cette fameuse barrière des 2030. En 2030, la dette mondiale, qui est déjà de 100 000 milliards de dollars, dépassera les 100% du PIB mondial. Donc les élites et les gouvernements savent déjà, même si évidemment il y a des efforts qui sont faits pour contenter les créanciers, pour leur dire attendez, on va essayer de redevenir un petit peu sage. Le fond du problème, a priori, déjà, on le voit, n'est pas traité, puisqu'en fait, quand on parle de dette, je le dis souvent, il faut parler de la monnaie, c'est-à-dire il faut remettre la question monétaire sur la table, que ce soit pour les États-Unis avec le dollar ou évidemment nous, la France, avec notre carcan monétaire européen qui s'appelle l'euro. Mais la dette est un problème mondial et nous sommes sur des seuils qui dépassent les précédents historiques. Et c'est là où ça peut être très inquiétant, puisque les moyens pour liquider la dette, je le dis et vous le savez presque tous pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est souvent la guerre qui est choisie. Voilà. C'est-à-dire la manière de liquider, de répudier les dettes se fait souvent dans la destruction partielle ou totale de certaines économies. Donc vous pensez que le cycle de la dette actuelle va se terminer dans un chaos et qu'une guerre plus vaste, poussée par l'Occident, verra le jour dans les années à venir. C'est une des sorties possibles justement de la dette selon vous. Vous pouvez peut-être, Marc Gabriel, développer un peu et puis j'aurai d'autres questions à vous poser qui seront à la jointure du national et de l'international, entre autres les agendas. Quel est l'agenda de Macron? Quel est l'agenda de la réforme institutionnelle? Mais d'abord sur le cycle de la dette.
Alors sur le cycle de la dette, alors comme je le dis souvent, la dette en réalité c'est l'arme principale de ce qu'on appelle l'oligarchie mondialiste, ou en tout cas d'une hyperclasse qui a un projet pour les peuples et les nations. C'est d'abord une arme psychologique puisqu'elle permet d'imposer des programmes politiques nationaux ou continentaux quand on est à l'échelle de l'Union européenne. Je rappelle que 80 à 90% des normes adoptées et transposées en France sont le fruit de l'Union européenne. Donc nous, on pourrait déjà parler, on va dire, d'une fabrication normative à l'échelle continentale en France, puisqu'en réalité, la norme nationale dans notre pays ne représente que 10%, je dis 10% et je suis gentil, puisqu'en réalité, même les normes adoptées par l'Union européenne sont le fruit d'entités du secteur privé comme BlackRock, McKinsey, qui produisent la norme. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et la dette, en réalité, c'est la caution. C'est ce qui légitimise le fait de dire, bah, vous voyez, on vous met Barnier, on vous met Michel Barnier, qui n'a aucune légitimité populaire, que les médias présentent comme le grand négociateur du Brexit, un super commissaire européen. Enfin bon, bref, pour les gens qui ont, alors j'ai 34 ans, je ne peux pas prétendre à avoir un arriéré de mémoire politique énorme, mais je me souviens d'un Michel Barnier, ministre de l'Agriculture, qui n'avait Oui. pas laissé dans les mémoires un souvenir extraordinaire, vous voyez. Donc bon, évidemment, il était peut-être pas comme Bruno Le Maire, il connaissait peut-être la définition d'un hectare, mais c'était pas un ministre de l'Agriculture iconique, voilà. Donc quand on nous met ce personnel-là, ce personnel politique-là, c'est aussi pour nous dire, de toute manière, vous n'avez plus le choix. On le voit, il y a eu des élections, et en réalité, la volonté populaire, pour ne pas dire les volontés populaires, puisqu'il y a eu différents sentiments qui se sont exprimés à travers cette élection, n'ont pas du tout été respectés. On est dans un gouvernement de technocrates, comme je l'ai dit en introduction, à la Draghi, où le but est d'élaborer un plan de saignée fiscale. Alors évidemment, hein, dans les éléments de langage, on ne nous dit pas que la saignée fiscale va s'adresser à la classe moyenne et aux petits. On vous dit que ça va être les grands groupes qui vont être taxés. Mais la réalité est que quand on veut 60 milliards d'économies, faire réaliser 60 milliards d'économies, tout le monde va payer. C'est un fait. Et cette dette qui est colossale, euh, en réalité, on le voit, il n'y a pas de possibilité par rapport à cette échelle. On parle de 3228 milliards. On est sur un niveau qui correspond à 10-15% de plus que la Seconde Guerre mondiale. Que après la Seconde Guerre mondiale, quand en 1946, quand le gouvernement provisoire du général de Gaulle prend la tête de la France, vous avez des niveaux de dette qui sont comparables. Sauf qu'on est dans une économie qui est encore très nationale et on a un pouvoir politique qui a des outils pour lancer des grandes politiques, voilà, des grandes politiques de reconstruction. Donc, il y avait encore des moyens pour les nations, chacune individuellement, de réaliser des projets pour se reconstruire. Là, actuellement, la dette, déjà, elle est interconnectée. On voit bien que le monde entier est endetté. Alors, évidemment, il y a des pays qui ne le sont pas. On peut parler de la Russie. Sauf que la dette de certains est la créance d'autres. Et on voit bien que, par exemple, la Chine et les États-Unis se tiennent. C'est-à-dire, alors qui tient qui? C'est la question, parce qu'en réalité, la Chine s'est désengagée des obligations américaines, il faut être honnête. Elle a investi de plus en plus vers les métaux précieux et elle a orienté son économie vers un rayonnement régional. Je ne veux pas caricaturer la position chinoise, mais il y a aussi des éléments d'interconnexion et de dépendance du marché chinois envers le marché américain. C'est-à-dire il y a encore des éléments structurants de Wall Street qui investissent en Chine. Chine, atelier du monde, c'est encore une réalité, même dans notre monde d'après, post-grande réinitialisation Covid. Et ce que je voulais dire, c'est que la dette, c'est un problème qui, de toute manière, devra être solutionné par l'hyperclasse à horizon 2030. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous répète tout le temps cette date qui apparaît voilà, comme un seuil important, c'est qu'il va se passer quelque chose. Alors déjà, on le traite souvent, mais il y a
il y a des événements qui sont venus sur le devant de la scène, et qui, notamment la guerre en Ukraine ou encore le conflit au Proche-Orient, qui commence, qui amorce une tendance de grande guerre. Et on pourrait peut-être, s'il y a l'élection, après l'élection américaine, il pourrait y avoir un troisième front, un front Pacifique avec la Chine. En réalité, le système a bien compris, en plus avec l'émergence de nouveaux pôles comme les BRICS, que la dette mondiale n'est pas supportable et qu'il va falloir solder les comptes. Alors, solder les comptes, de quelle manière? C'est là où c'est le plus important. On voit que le dollar a enclenché sa phase de déclin. Ce qui ne veut pas dire que le dollar va être éliminé complètement du système, évidemment que non. Le dollar, en fait, est en train de perdre sa place de leader et son hégémonie mondiale pour redescendre à un niveau régional plus, c'est-à-dire un bloc euh, Amérique du Nord, Amérique latine et Ouest européen. C'est d'ailleurs Oui. ça, on est en train de voir des grands blocs se reformer. Et le but est de créer une guerre qui sépare définitivement, notamment l'Europe. C'est-à-dire, en fait, le but est de morceler définitivement l'Europe de son grand cousin russe, pour déjà l'isoler d'un point de vue géostratégique et financier, et en plus reconstruire le fameux Océania de George Orwell, c'est-à-dire reconstruire un bloc, je ne vais pas dire homogène, mais en tout cas qui ne communique presque plus du tout avec, par exemple, le bloc eurasiatique. Et en fait, la dette donc sert tout d'abord à imposer un personnel politique qui est illégitime pour la plupart des cas, et en plus un personnel politique qui, dans tous les cas dans l'Union européenne, par exemple, est un personnel politique belliciste. Vous voyez, on nous demande de faire des économies de 20 milliards, mais l'aide à l'Ukraine l'année dernière a coûté 314 milliards au niveau de l'Union européenne. Donc, les pays européens très endettés pourraient se dire, bon, ben, on n'a plus les moyens de financer une guerre par proxy où on n'a pas de troupes, on arrête. À la rigueur, on vend de l'armement, ça, ce qui est totalement possible, mais on arrête de voter et d'envoyer des dettes, enfin, d'envoyer des aides qui creusent notre dette, sans contrôle réel parlementaire, sans contrôle populaire. Si les dirigeants avaient une conscience et de leur légitimité populaire, c'est la première question qui leur viendra en tête. Et d'ailleurs, le dirigeant slovène qui a eu une tentative de suicide, Robert Fico, a très bien posé la question. C'est-à-dire, il a dit maintenant, en fait, il faudrait peut-être arrêter de se fourvoyer dans des politiques bellicistes. Et c'est pour ça que la question politique qui vient là en cette fin d'année est fondamentale, puisque l'élection américaine, alors moi, je ne suis pas pour les gens qui me connaissent, je ne suis pas du tout un pro-Trump, mais elle va conditionner le paradigme dans lequel on va rentrer. Je pense que quel que soit le vainqueur de l'élection américaine, la guerre est au programme. Voilà. Par contre, en fonction du personnage qui va nous être proposé, Trump ou Kamala Harris, ça va pas du tout être posé de la même manière. Et il y a certains fronts, parce que quand je parle de la guerre, c'est la grande guerre. C'est pas uniquement la guerre contre la Russie. C'est une guerre généralisée qui nous isole vers notre camp Océania transatlantique. Et en fonction du personnage qui va réussir à sortir de cette élection américaine, la stratégie va être différente. Et évidemment, moi qui suis un grand critique de Trump, j'aimerais et je préférerais une victoire de Trump, puisque déjà, il est quand même moins tenu par, on va dire, l'État profond, même s'il y en a plusieurs, et surtout qu'il a un narratif qui est beaucoup plus intéressant dans son programme, et le Trumpisme va passer au révélateur. Il faut rappeler que quand il a été élu en 2016, il n'y avait pas de grande guerre internationale sur le devant de la scène, c'était plutôt une lutte contre le terrorisme avec Daesh qui a été détruit par la Russie. Donc, à voir ce qui va se passer, mais ce narratif de grande guerre qui est légitimé en grande partie par la dette doit se transformer à l'horizon 2025. C'est-à-dire, est-ce qu'on y va réellement? On a vu Zelensky demander comment dire, aux Français de venir garnir les troupes ukrainiennes pour se battre et dire changer les troupes, ou est-ce qu'on va s'orienter vers une autre guerre
qui serait encore plus dévastatrice et qui emmènerait les deux autres guerres, c'est-à-dire la guerre au Proche-Orient et la guerre en Russie, en fait, ouvrir un nouveau front, mais ce front-là qui serait encore plus important. C'est la guerre, entre guillemets, Amérique-Chine sur le front Pacifique. Et là où Trump a une facette un peu plus intéressante, c'est que il peut réellement enclencher cette guerre contre la Chine. Parce qu'on voit certains hauts dirigeants de Wall Street, notamment Jamie Dimon, faire l'apologie de Donald Trump en disant qu'il avait raison sur la Chine. Est-ce que demain, on va pas nous présenter la Chine comme l'ennemi numéro un avant même la Russie ou avant même les islamistes variés du Proche-Orient? C'est la question, et c'est la question, je pense, qui va être cruciale dans les mois qui viennent. Guerre génocidaire au Proche-Orient, guerre de haute intensité à l'est de l'Europe, et entre la Chine et l'Empire américain, une guerre qui reste à déterminer, mais qui serait peut-être plutôt d'ampleur économique, industrielle, financière, sachant que les deux puissances ont tout de même un arsenal nucléaire, que la Chine a aussi un arsenal nucléaire, que la fabrique du monde, c'est quand même la Chine aujourd'hui, et qui, à mon avis, sera beaucoup plus difficile de faire une guerre de haute intensité. On parle même pas de guerre génocidaire avec quand on a plus d'1 milliard de, on est confronté à un pays qui a plus d'1 milliard d'habitants, mais et peut-être, me dit-on aussi, une guerre de type technologique contre la Chine. Tout à fait. Les fameuses guerres technologiques, justement, que l'on voit se préfigurer, intelligence artificielle, ordinateur quantique, reconnaissance faciale, non? Tout à fait. Après, c'est justement la question, puisqu'en fait, il y a des programmes, notamment la Chine avec les nouvelles routes de la soie, où on Ouais. voit qu'il y a une redéfinition de la géopolitique internationale, dont les BRICS sont enfin, dont l'association des BRICS est un acteur majeur. De toute manière, oui, quand on parle de guerre, ce sera pas. De toute manière, la guerre a changé. On le voit avec le Proche-Orient ou même la guerre en Ukraine. La guerre a changé puisqu'il y a des nouveaux outils, notamment les drones, ce qui fait l'activité, ce qui fait la une de l'actualité en ce moment. On l'a vu avec l'assassinat du chef du Hamas, Sinwar, ou l'attaque de la résidence principale, résidence secondaire de Benjamin Netanyahou. C'est que notamment les drones ont un impact majeur dans la guerre de nouvelle génération. Alors, Ouais. je parle souvent de quatrième révolution industrielle. On est quand même réellement rentré dedans, là, à l'occasion du narratif de grande guerre, notamment en Palestine et au Liban. On voit qu'il y a des armes qui étaient peu ou pas utilisées, notamment les bombes pénétrantes pour assassiner Hassan Nasrallah au Liban. Les bombes pénétrantes, ça a, je ne vais pas vous dire que ça a toujours existé, mais ça existe au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais leur faculté technique justement à pénétrer en profondeur et à cibler assez finement, par exemple à détruire complètement un bunker qui était le bunker du Hezbollah au Liban, les bombes pénétrantes israéliennes posent des questions, puisqu'en réalité, vous voyez, même enterré, du moment que les services de renseignement ont l'information, on sera capable de venir vous déterrer ou détruire sous votre bunker à n'importe quel moment. Il y a aussi l'affaire des beepers. On est réellement rentré dans une guerre qui n'a rien de commun avec ce qu'on a vécu, enfin, avec ce que l'humanité a vécu ces dernières décennies. On est sur réellement une guerre d'un autre niveau, et notamment en Russie, on le voit avec les images, en Russie et en Ukraine, on le voit avec les images de drones tueurs qui sont quand même terrifiantes, puisque à terme, évidemment, là, on parle d'armée conventionnelle. Quand on parle alors pour Tsahal, on pourrait redéfinir le mot conventionnel pour l'armée israélienne, mais pour la Russie et l'Ukraine, on parle de deux armées qui se combattent et qui utilisent des nouveaux outils. Mais en réalité, ces drones pourraient très bien, dans quelques temps, tomber dans les mains d'entités non conventionnels, c'est-à-dire qui ne soient pas des armées, et être utilisés à une échelle beaucoup plus grande pour terrifier ou persécuter des populations. Et Les ça, robots aussi,
Les robots qui remplaceraient l'infanterie, on en parle de plus en plus. Ça commence à se développer en Chine. Mais là, en plus, on le voit avec l'assassinat de Sinoir. Alors, il y a plein d'images qui ont circulé. Quand vous voyez le drone avec reconnaissance faciale, c'est-à-dire quand vous voyez à quoi ressemblait Sinoir avant qu'il soit liquidé, on a vu les photos de son cadavre après. Mais quand vous voyez que le drone est capable d'identifier qu'il s'agit du chef du Hamas, il y a des tests ADN après qui ont été faits sur les cadavres. On a vraiment changé de paradigme. C'est-à-dire, vous avez un drone qui est capable de vous reconnaître en direct, de dire vous pouvez l'abattre. Alors il y a des drones tueurs qui sont armés de certaines armes, ça peut être des lance-flammes ou des fusils d'assaut, mais c'est ou tout simplement des charges explosives. La plupart du temps, c'est des charges explosives. C'est quand même très intéressant de voir, enfin très intéressant et à la fois terrifiant de voir que la guerre a changé de niveau et que malheureusement pour nous, cette guerre qui est technologique, comme Raphaël nous l'a fait souligner en off, c'est ça en réalité, c'est la technologie qui va conditionner le vainqueur futur des guerres. Alors après, le sous-jacent technologique, c'est là où ça va être intéressant, c'est est-ce que comment dire, la primauté et la valeur technologique va rester à une nation en particulier ou à une infrastructure qui a déjà dépassé les nations. C'est-à-dire, pour que les gens comprennent bien, parce que là, c'est pas très clair ce que je viens de dire, est-ce que les complexes militaro-industriels sont réellement rattachés encore à une nation, que ce soit la nation américaine ou la nation chinoise, ou est-ce que les complexes militaro-industriels ne sont déjà-ils pas indépendants par eux-mêmes et justement manipulent les intérêts soi-disant nationaux pour déclencher des guerres, accroître leur marché, par exemple, sur des territoires prédéfinis. Et c'est Ben, là où c'est je ça pense la qui se question. joue. Finissez, mais après j'ai une question à vous poser, Non, non, Marie-Gabrielle. allez-y, Nicolas. Ben, c'est Je là où finirai se après. joue peut-être l'élection américaine. C'est-à-dire entre Harris, qui est en effet sur un capitalisme hors sol, totalement non seulement mondialiste, mais mondialisé, et la stratégie de Trump, qui reste une stratégie qui est encore avec une forte composante nationale. Et là, j'aimerais que vous évoquiez, pour nous, s'il vous plaît, Marie-Gabrielle Draghi, un peu les financiers qui sont derrière Harris et Trump, sachant que j'ai parlé dans la revue de presse, mais je crois que j'aimerais que vous développiez un peu, parce que vous connaissez très bien le sujet, hein, dont la mafia PayPal, c'est Musk, mais c'est aussi Peter Thiel, avec Palantir. Moi, j'aimerais que vous nous dites, que vous poussiez un petit peu là les raisonnements, qui sont des gens qui financent le Trump. Et là, on est plutôt sur vraiment des guerres de type technologique qui sont à venir, mais plutôt avec une composante nationale en ce qui concerne Trump. Mais vous avez tout un tas d'oligarques, des hommes de la tech aussi, qui soutiennent Harris, mais avec une autre Tout à fait. stratégie peut-être plus mondialisée. Tout à fait. Là, quand on voit l'élection américaine, on peut se dire que, évidemment, pour gagner une élection aux États-Unis, il faut avoir des grands soutiens financiers. Alors, évidemment, Trump est milliardaire, donc il peut avoir cette aide-là, ce confort matériel-là, mais quoi qu'il arrive, il faut avoir des soutiens, puisque en plus du soutien financier, vous avez aussi un soutien politique. Alors, en termes pour évoquer les top contributeurs de Harris et Trump, déjà, il faut dire qu'il y a un énorme déséquilibre entre Harris et Trump. Alors, on retrouve ce déséquilibre depuis historiquement le fait que Trump se présente aux élections. Pour que les gens comprennent, je fais un rapide rappel. Euh, à l'époque, en 2016, quand Trump se présente contre Hillary Clinton, qui était la candidate de l'oligarchie et de l'État profond, on avait un rapport de financement qui allait du simple au double. C'est-à-dire, de mémoire, Trump avait récolté, vous savez, dans les PAC, avait récolté entre environ 700 millions, 700 à 800 millions de dollars pour sa campagne présidentielle, ce qui est déjà assez colossal. Hein. Et de l'autre côté, vous aviez Hillary Clinton euh, qui dépassait les 1,4 million, 1 million, Un les milliard. 1 milliard 400 millions. Donc on avait déjà cet ordre de grandeur. C'est-à-dire il y avait réellement une volonté de Wall Street de mettre Hillary Clinton aux commandes des États-Unis. À l'occasion de l'élection de 2020, Trump a eu quand même plus de facilité
à récolter certains fonds, et à avoir l'aide de certains mécènes. Mais par contre, Joe Biden a explosé les taux. Enfin, a explosé sa capacité à récolter des millions. Il a officiellement, je me souviens, parce que Trump avait, les contributions sont divisées en deux parties. Trump avait 380 millions, tandis que Biden avait déjà 1 milliard de récoltés pour sa personne. Et après, vous rajoutez les contributions, vous savez, des partis politiques. Enfin, ils ont America First, les démocrates, les PAC démocrates, qui après s'ajoutent pour financer la campagne. Mais Donc, il y nos avait médias, déjà... mais nos médias, eux, parlent du milliardaire Trump. Cherchez l'erreur. C'est Ben Trump oui, le milliardaire, comme c'est drôle. et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est sûrement le fait qu'il soit milliardaire qui soit quand même un peu plus indépendant des contributeurs. Après, vous avez toujours les mêmes. J'invite les gens à aller voir le site Open Secret Top Contributors et vous avez en temps réel la liste des grands donateurs des candidats. Et c'est là où, comme vous l'avez dit, Nicolas, c'est plus intéressant, c'est qu'il y a réellement une typologie de qui donne à qui et qui finance dans quelle proportion. Je vais juste citer, alors j'ai pas les chiffres en tête, hein, vous m'excuserez, donc je vais me permettre de lire, mais à la fin du mois de septembre 2024, le plus gros donateur en termes de compagnie privée pour Trump, c'était American Airlines. Donc rien d'extraordinaire, American Airlines, voilà. American Airlines avait donné, donc c'était le plus gros donateur, hein, 134 millions de dollars à Trump, un peu plus de 134 millions. Donc vous dites, c'est déjà pas mal. Mais de l'autre côté, le premier gros donateur de Trump, 134 millions, voilà, ça c'est le chiffre. De l'autre côté, pour Kamala Harris, écoutez bien, hein, Ouais. Google avait donné 1,464 milliard. C'est le premier gros donateur de Kamala Harris. Et derrière, alors là, vous avez compris que le premier donateur, c'est American Airlines, donc pour Donald Trump, et 10 fois plus, Google donne 10 fois plus à Kamala Harris en tant que top contributor. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des firmes qui reviennent dans les deux candidats. Mais à chaque fois, c'est Kamala Harris qui a triple ou quadruple du montant. Pour un autre exemple, le top 2 des contributeurs pour Kamala Harris, c'est Microsoft, 743 millions. Et Trump, on retrouve Microsoft. Alors Microsoft donne aux deux. Vous savez, c'est comme les Rothschild à Waterloo. Ils avaient plus donné à Wellington et aux coalisés contre Napoléon, mais les Rothschild avaient aussi financé Napoléon, notamment par l'intermédiaire Ouvrard, mais dans une toute petite partie. On mise sur les deux chevaux, quoi. Et Microsoft, on retrouve Microsoft, et Microsoft a donné à Trump 41 millions. Vous voyez, il donne 743 millions à Harris et il donne 41 millions à Trump. Et après, on retrouve Johnson & Johnson, je ne vais pas tous vous les faire, mais Johnson & Johnson, donc Big Pharma, la finance, Wells Fargo. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Wall Street mise davantage sur Harris que sur Trump, alors que Trump est quand même un milliardaire de l'immobilier et pro-business américain, contre ce que certains qualifieraient d'une gauchiste woke. Voilà. Mais Wall Street mise davantage sur la gauchiste woke. C'est le capitalisme de connivence, c'est le capitalisme financier. Ah non, mais c'est admirable. Ces chiffres, et pour aussi vous montrer et souligner ce que vous disiez, Nicolas, c'est que ce qui est intéressant chez Trump, c'est que oui, en effet, quand on regarde les top contributeurs, il y a davantage un aspect national. Je dirais du complexe militaro-industriel, mais américain, justement. Alors, on retrouve Lockheed Martin, qui est une grande firme du complexe militaro-industriel. On retrouve Northrop Grumman, et cela exclusivement finance Trump. Donc, vous voyez, il y a le complexe militaro-industriel, les deux grandes firmes les plus connues, parmi les plus connus du complexe militaro-industriel, finance Trump. Et vous avez aussi General Motors qui finance officiellement Trump, qui apparaissent dans le top dans les contributions principales. C'est un peu faussé, puisque comme les montants sont disproportionnés chez Harris, il y a sûrement ces firmes chez Harris aussi, mais elles apparaissent en bas de classement ou elles sont noyées dans le classement. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une orientation trumpiste qui est beaucoup plus américaine. On retrouve même des vieilles firmes, British American Tobacco, des firmes qu'on ne retrouve pas chez Harris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, la c'est que... bagnole,
la clope, Voilà. le modèle, le Le Yankee. American Way of Life. L'ancien modèle américain se tourne davantage vers Trump. Après, Et le il modèle faut. orwellien, mais le modèle orwellien dont vous avez admirablement parlé, lui, par contre, joue totalement Harris. Hein. Alors, si les gens, ça les intéresse, c'est ils n'ont pas le temps d'aller sur Open Secret. Ils vont juste sur moi. C'est le dernier tweet que j'ai fait sur Twitter. Et vous voyez les top contributeurs. Et Harris, comme vous dites avec le modèle orwellien, vous retrouvez tout le monde chez Harris. Vous retrouvez Morgan Stanley, Disney, Pfizer, Amazon, Facebook, Alphabet, Google. Donc là, chez Kamala Harris, et c'est pour ça que moi qui suis très critique à l'égard de Trump, il faut reconnaître que c'est une erreur stratégique de renvoyer dos à dos Kamala Harris et Trump. Et je pense que même pour les plus critiques, dont je fais partie, il est fondamental de comprendre que Kamala Harris est la candidate numéro 1 de l'État profond et de l'oligarchie mondialiste. Alors, je vais juste Et on est rapidement. à nouveau, Marc Gabriel, sur les mêmes logiques que ce que vous avez pu dire concernant ces je vais être encore vulgaire, mais simili débiles mentaux, les séjournés, choses comme ça. Et c'est pareil avec Caris. On veut nous montrer, entre autres du fait de la dette, que finalement, ça ne nous concerne plus et que ceux qui sont censés nous représenter sont en effet des gens dont on peut se poser la question de la déficience mentale, déficience cognitive, dégénérescence cognitive pour Biden et des questions quand même sur le QI de cette dame là qui serait présidente des États-Unis d'Amérique, dont on voit qu'elle n'est pas capable d'aligner 3 mots si elle n'a pas un prompteur. Ça aussi, c'est assez éclairant ce que vous dites. Et encore une fois, l'Amérique a 3 trains d'avance sur nous en présentant vraiment des politiciens totalement décérébrés, c'est-à-dire ce qui nous pend au nez, évidemment, avec un certain nombre rien que Bruno Le Maire. C'est-à-dire que là, on a affaire à des gens qui sont tellement sots qu'ils pensent que leur intelligence est un handicap. C'est effarant quand on écrit Bruno Le Maire, mon Dieu. C'est clair et c'est explicite. Là, ce que vous venez de décrire, c'est explicite dans la campagne présidentielle, puisqu'il n'y a pas de débat. Alors, d'accord, c'est Trump qui a fait le premier débat et qui a refusé d'en faire d'autres, mais on voit bien aussi qu'il y a un déclin cognitif et un déclin langagier, c'est-à-dire quand on voit Kamala Harris s'exprimer, moi qui suis pas un grand bilingue anglophone, je comprends tout et je vois que le niveau est zéro. C'est-à-dire, il n'y a rien. C'est bon, déjà Trump, faut le dire honnêtement, déjà quand on voyait les débats Trump-Clinton, on se disait, bah dis donc, si en France le débat de l'élection présidentielle est à ce niveau-là, il y aura de quoi pleurer. Bon bah depuis, on a eu Macron, Le Pen au deuxième tour en 2022, donc on n'est pas loin de ce niveau-là. Mais au moins Trump, il y a un effet rigolo, c'est-à-dire quand il parle, qui dit qu'est-ce que vous ferez quand vous serez président? Je la mettrai en prison. You go in jail, c'est-à-dire il y a un effet assez drôle. Mais Kamala Harris, c'est réellement un effondrement total de la politique américaine. Et justement, sur l'élection, pour moi, c'est une élection très importante. Même si personnellement, je ne mise pas beaucoup sur Trump, mais c'est une élection très importante puisque soit Trump gagne et le Trumpisme va passer au révélateur, c'est-à-dire soit Trump est réellement un grand chef d'État, ce que certains contestent, et qu'il est trop tenu, mais soit il éteint la guerre, il ne fait pas que geler la guerre russe en Ukraine, voilà, il éteint la guerre, c'est-à-dire il arrête cet embrasement au Proche-Orient, en Europe, et il dit, moi, je suis là pour mon pays, America First, on refait, le but c'est de faire du business et on redéploie un système qui soit moins belliciste et hystérique et qui arrête et qui soit aussi moins consommateur en vie humaine et on arrête ce processus. Moi, j'en doute, hein, je vous le dis réellement, j'en doute. Mais si Trump ne gagne pas, s'il ne gagne pas, il faut le dire, c'est la fin de la démocratie en Occident. Puisqu'en réalité, s'il ne gagne pas, c'est sûrement qu'il y aura eu encore un trucage comme en 2020 à Biden, mais c'est bien plus grave puisque Trump, il a 78 ans aujourd'hui, dans 4 ans, il aura 82 ans et repartira vraisemblablement pas pour finir un mandat à 86 ans. Donc, on sera sur la fin d'une ère. Et c'est pour ça que l'élection de début novembre, elle est un élément charnière, voire même la fameuse grande bascule
que Davos nous promettait en 2022 pourrait intervenir à ce moment-là, puisqu'on voit une dégradation dans la géopolitique internationale et des grandes guerres qui nous amènent vers un abysse terrifiant. Mais cette élection, si Trump gagne, et quoi qu'il arrive, qu'on soit contre ou pour, il est préférable que Trump gagne, puisque le Trumpisme passera, si vous voulez, un test réel, puisque là, les États-Unis, même s'ils ne sont pas en guerre officiellement, ils soutiennent. En réalité, ils sont adossés au complexe militaro-industriel américano-israélien et ils soutiennent officiellement l'Ukraine contre la Russie. Donc, il est à souhaiter que Trump gagne, puisque ça va nous permettre déjà d'aborder on va dire le le plan de grande guerre de la grande réinitialisation d'une autre manière, puisque avec les démocrates et avec le papy Joe gâteux, on a assisté à un effondrement, vous l'avez dit, avec les politiques qui ont du mal à s'affirmer sur la scène internationale. Mais là, on le voit, Blinken, qui va encore en Israël, comme s'il était convoqué en Israël là, mardi. On ne sait pas trop quelle est la position des États-Unis. Ils font des déclarations pour le cessez-le-feu, mais d'une autre manière, il semble complètement dépassé par le comportement israélien. Donc, il est quand même préférable, et moi je le dis sans problème, que Trump gagne, et ça, il va passer au révélateur. Et là, je vais juste rajouter un point, après je termine là-dessus, Nicolas. Sur les monnaies numériques de banque centrale, le personnage Trump est très intéressant, puisqu'il l'a dit à la Bitcoin conférence là en pleine campagne présidentielle, et comme on est sur GP, j'en profite de le dire, et j'avais écrit un article où je m'étais assez peu trompé, je pense, en juin 2023, Trump a dit, avec moi président, il n'y aura pas de monnaie numérique de banque centrale, pas de no CBDC, pas de dollar digital. J'interdirai à la Fed d'élaborer un dollar digital, en tout cas de l'adopter, d'instaurer un dollar digital. Et il est pro-Bitcoin, ça c'est clair et net. Et pour faire le lien avec ce que vous disiez avec l'affaire PayPal, avec la mafia PayPal, on voit que les gens qui soutiennent Trump ont un biais libertarien qui est factuel, c'est-à-dire il est libertarien, et en réalité, moi qui vois un petit peu le complot partout, je pense que, alors ça alimente ma thèse, c'est que le Bitcoin est sous contrôle d'une manière ou d'une autre. Alors moi je dis que c'est la NSA qui a élaboré cet outil, et ce qui permettrait de comprendre pourquoi il y a toute une partie de la classe pro-business américaine qui est en train de se ranger derrière le Bitcoin. Et vous avez cité j'ai plus son nom en tête, l'ancien Peter patron de Thiel. PayPal, Peter Thiel. Vous avez cité Peter Thiel, qui a élaboré une firme qui travaille à la fois pour les entreprises et l'État et qui fait du renseignement. C'est-à-dire Palantir, voilà. Palantir s'appuie sur l'ordinateur quantique. Donc on se Voilà. Donc demande quelles peuvent en être les conséquences. Hein. Moi, j'avoue que là, on serait dans un autre monde. Hein. Mais vous avez un côté de la tech qui est américaine. Je ne leur fais pas de procès d'intention. Quand on voit Elon Musk, Trump, Peter Thiel, vous avez des gens qui sont l'émanation d'une certaine élite américaine et qui aimeraient bien que, même Jamie Dimon sur les politiques migratoires, et qui préféreraient une Amérique dirigée par Trump que par une folle comme Kamala Harris. Mais attention, quand on voit le discours de Trump, alors après, je dis attention, mais nous, ça ne nous concerne pas prioritairement, mais Trump a la volonté de rendre le Bitcoin, en fait, le Bitcoin et les stablecoins avec l'USDT et l'USDC, en fait, de se greffer sur cette technologie de la DeFi pour les stablecoins et les Bitcoins, avec un narratif anti-CBDC, ce qui est très très bien. C'est-à-dire, moi, je ne critique pas ça. Mais en fait, on voit bien qu'il est probable qu'il y a un pan de l'élite américaine, qui a fait le choix de mettre le Bitcoin en avant. Voilà. Après, et qu'est-ce que ça va donner? C'est ça qui est très intéressant, et on verra dans les mois qui viennent, si Trump est élu, quelle va être sa stratégie pour mettre en avant le Bitcoin et pourquoi. Voilà. Et on avait vu aussi l'Argentine avec Milei qui est très Trumpiste, qui avait fait des déclarations pro-Bitcoin. Donc là, sur l'agenda CBDC, moi qui suis un fervent passionné de cette question-là, rien que le positionnement de Trump est intéressant et il pourrait valider certaines analyses ou pas d'ailleurs. Je
je pourrais aussi me tromper, évidemment. Mais en tout cas, il mettrait un frein au développement des monnaies numériques des banques centrales à une échelle continentale qui est l'échelle du continent américain, nord et sud. Donc, je m'arrête là pour l'élection américaine, mais en tout cas, on est dans une phase très intéressante. Pour ajouter une pièce dans le complotisme, on peut se demander si les mondialisés, ces systèmes mondialistes, à certains moments, sont obligés de faire des pas en arrière. Ils ne peuvent pas aller si vite que ça. Ils sont obligés de tenir compte, même si c'est de moins en moins le cas, même s'ils sont de plus en plus hors sol et déréalisants eux-mêmes, mais les plus grands stratèges de ces systèmes, je pense, ont encore un œil sur le réel, sur la réalité, et donc savent bien qu'à certains moments, il faut faire quelques concessions au peuple. Ça peut donner le Brexit en Grande-Bretagne. Les Anglo-Saxons étant d'ailleurs à la manœuvre. Donc c'est d'eux que on le voit bien, ce genre de manœuvres ont lieu. Rappelons la fabuleuse année 2016 avec après 2015 qui avait été une année, l'annus horribilis en France avec les attentats. 2016, vous avez Trump, vous avez le Brexit, et on se dit que chez les féaux, eh bien, on pourrait aussi avoir une vague bleu marine ou une vaguelette. On n'en a absolument pas eu. Au contraire, on a une reprise en main inverse qui est partie de la France et qui s'est développée sur l'ensemble de l'Union européenne. Et je vais vous poser une question après aussi, Marc Gabriel, sur l'agenda européen institutionnel de Macron. Mais pour conclure sur Trump auparavant, Marielle, je me demande si finalement, ils vont pas être obligés de concéder, même si c'est pour une très courte période, à Trump de l'emporter, parce que vraiment, je pense que même aux États-Unis, ils le savent, mais en même temps, alors je sais pas s'il y a un complot ou si réellement ils se disent c'est pas possible un cheval aussi boiteux que Harris, on va devoir en passer un peu par Trump. Mais moi, ce que je pense, honnêtement, c'est que on le voit, il y a déjà eu 2 ou 3 attentats contre Trump. Il y a ces rumeurs sur l'Iran. Je me dis qu'il pourrait gagner, mais que son espérance de vie à ce malheureux Donald Trump, moi, franchement, vu en effet les intérêts qui sont en jeu, je ne sais pas s'il pourrait rester en vie très longtemps une fois élu, et que là, justement, le narratif d'une guerre contre l'Iran pourrait prendre tout son sens, et que Vance, lui, est un homme qui d'ailleurs a été très hostile à Trump avant soudainement de lui devenir très favorable, pourrait être, lui, un homme du système, d'un système qui serait beaucoup plus nationaliste, très belliciste aussi, technologiquement, et qui ferait avancer, qui serait un terrible coup d'accélérateur que nous n'aurions, nous, pas vu venir, et qui fait qu'en effet, il faut être très prudent sur cette élection américaine et ne pas se dire, si Trump est élu, c'est bon, on a gagné. Tout à fait. Et pour que les gens comprennent bien ce que j'ai dit auparavant, le Bitcoin en réalité soutient le dollar. Je l'ai en exclusivité, l'article était disponible en juin 2023 sur Géopolitique Profonde. Le Bitcoin, par sa nature et par comment dire, l'extension de la DeFi, c'est-à-dire la DeFi s'est créée avec le Bitcoin au centre, même si les puristes n'aiment pas parler du Bitcoin dans la DeFi, mais la finance décentralisée avec l'USDT, l'USDC, les stablecoins soutiennent le dollar tout simplement parce que c'est une économie, l'économie de la crypto est, pour faire simple, très dollarisée. Donc en fait, le fait que Trump ait choisi cet outil-là pour justement contrer la fin du dollar ou la dédollarisation, je pense que c'est intéressant de le voir comme ça. Et vous avez totalement raison et vous avez tout dit. En fait, Trump pourrait très bien être élu et être liquidé après, d'une manière ou d'une autre, et que ça rende service justement à l'agenda mondialiste. Je vais prendre un exemple simple. J'ai été voir un AV il y a quelques mois au cinéma qui s'appelait Civil War. C'était un film sur la guerre civile aux États-Unis. Et le personnage qui était décrit en tant que président des États-Unis, c'était Trump. C'est-à-dire c'était une caricature de Trump et à la fin, il se fait assassiner contre une révolte populaire. Et il y a, quoi qu'il arrive, quand je parle de la mort des nations dans mes livres, il y a à terme, et beaucoup l'ont documenté, une volonté à plus ou moins long terme de détruire aussi les États-Unis. Les États-Unis la destruction de la nation américaine, c'est aussi dans le projet mondialiste. Donc faire élire un Trump qui, comme vous le dites, est tenu d'une certaine manière par certaines influences, et si il n'obéit pas sur certains sujets, on pourrait soit le forcer
ou soit, comme vous le dites, une balle, des fois la balle, elle passera pas à côté de l'oreille. Donc, et mettre à sa place, comme ça avait été le cas avec Lyndon Johnson et Kennedy, mettre quelqu'un qui, lui, sera plus favorable à l'orientation globale du projet. Et d'ailleurs, on le voit souvent, les vice-présidents, vous avez pris le très bon exemple, les vice-présidents, ils sont souvent accolés, c'est-à-dire c'est des gens qui étaient critiques, ou on les met au candidat présidentiel, comme si pour lui dire, attention à ce que tu fais, il y a quelqu'un derrière, il y a quelqu'un de chez nous derrière toi. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Je pense qu'on peut clôturer sur le sujet de l'élection américaine, mais c'est fondamental de voir que l'élection va inaugurer de manière certaine une nouvelle phase. Et si Trump perd, on pourra acter presque la fin de la démocratie en Occident, puisque ce sera un candidat complètement fabriqué par les médias, parce qu'on voit, même chez nous, alors moi j'ai du mal à comprendre pourquoi les médias français s'impliquent autant dans une élection. On est vraiment les valets des Américains, parce que quand on nous fait des portraits sur Kamala Harris, asiatique et africaine, le nouveau visage de l'Amérique, la dame a été vice-présidente pendant 4 ans sous Biden. Dire, elle est responsable aussi du bilan Biden. Bon, bref. Mais on va rentrer, quoi qu'il arrive, dans une nouvelle phase. Et peut-être qu'à la fin de la soirée, il me semble que c'est le 5 novembre, le 4 ou le 5 novembre, on aura peut-être juste acté qu'il n'y a plus de démocratie aux États-Unis. C'est-à-dire avec une réélection, vous savez, avec la courbe qui fait comme ça, hop, de Kamala Harris, la courbe en escalier, quand on aura dépouillé certains bureaux de vote. Donc, je pense que ça va être intéressant. Et le soir du 5 novembre, on devrait tous être devant notre télé, rien que pour le spectacle et le côté théâtral de l'élection. On fera des émissions spéciales et bien sûr sur Géopolitique Profonde dans la matinale du lendemain en particulier et dans les jours qui précèdent et qui suivent cette élection, à n'en pas douter. Je rappelle aussi par rapport au magazine de Géopolitique Profonde un article de Frank Pengam qui va totalement dans votre sens, Marc Gabriel, sur justement la décentralisation. Dans le cadre de la décentralisation, justement, qui font des articles sur l'appui du Bitcoin au dollar. Donc, évidemment, on ne saurait trop vous encourager à vous abonner si tel n'est déjà le cas, chers internautes. Peut-être se poser quand même aussi, et on terminera et on retournera en Europe ensuite, se poser la question de l'acceptabilité de la défaite ou de la victoire de l'autre camp, et par chacun des camps, qui pourrait aussi précipiter une guerre civile aux États-Unis et qui irait dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire, in fine, pour les mondialistes, la destruction, une fois ils auront réussi à s'en passer, de l'Empire américain pour faire cette jonction d'Océania dont vous parlez de façon si astucieuse, je dirais, pour la compréhension globale des choses. Est-ce que... Tout à fait. Oui, tout à fait. La guerre civile, là, on l'avait vu à l'occasion de l'élection de 2020, où Trump avait contesté de manière vigoureuse les résultats, puisque réellement, il y avait des questions qui se posaient. Là, il n'y a pas de souci. Après, l'assaut du Capitole avait essayé de le discréditer enfin, pour l'éternité en tant que président. Ça n'a pas fonctionné. Et ce qui est intéressant chez Trump, et d'ailleurs, moi, je trouve le Trumpisme beaucoup plus intéressant, c'est qu'en réalité, il y a une partie du peuple américain qui a choisi Trump ou focalisé son attention sur Trump pour le représenter et dire non, nous ne souhaitons pas mourir et l'Amérique doit rester grande. Et c'est ça qui est intéressant. Et si Trump, au lendemain de l'élection, a perdu, ce sera aussi la fin de ça. C'est-à-dire le Trumpisme, même si après il y a une volonté de reprendre un poulain derrière, ce sera la mort du Trumpisme et ce sera intéressant. En tout cas, ça posera des questions puisqu'il y aura une Amérique qui sera très en colère. Donc, il y aura. Est-ce qu'on parle d'États qui feraient sécession, la Californie, le Texas. Alors, pour une victoire, enfin, si Harris gagne, la Californie fera pas sécession. Mais on parle du Texas qui a en plus la capacité de demander la sécession. Il y a des États qui sont très très pro-Trump. Donc, à voir ce qui va se passer. Et en effet, aux États-Unis, en tout cas, la suite des événements risque d'être intéressante. Et d'ailleurs, même avec une victoire, que ça soit une victoire de Trump, donc qui satisfasse les républicains, ou
une victoire de Kamala Harris où ça va satisfaire les démocrates, il y aura en réalité des tensions des deux côtés. Et comment ça va se matérialiser, c'est ça qui est le plus intéressant. Et on le voit souvent d'ailleurs, les démocrates sont pas en réalité les plus grands démocrates au sens réel du terme. Ça se trouve, c'est eux qui contesteront l'élection, surtout s'il y a un vote populaire comme ça avait été le cas en 2016, où Trump avait recueilli moins de voix qu'Hillary Clinton, mais avait gagné par le jeu des États, puisque rappelons-le, c'est pas un suffrage universel direct. On élit des grands électeurs, donc du coup, ça arrive qu'il y ait des présidents qui aient moins de voix populaires et qui gagnent quand même. Donc à voir ce qui va se passer. Et pour faire la liaison, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Trump aura de grandes responsabilités, et notamment sur la guerre au Proche-Orient et son soutien à Israël. On va voir comment il va aborder la chose. Alors d'un point de vue formel, il n'y a pas de problématique particulière. Trump a toujours été pro-sioniste, il a un agenda même pro-israélien, mais par contre, et vous l'avez très bien souligné, et c'est la question, c'est la guerre avec l'Iran. C'est-à-dire, est-ce Alors, que sous Trump, justement, voilà. quand échange très stimulant, et là je vous relance là-dessus, et on essaiera quand même de finir sur les institutions européennes. Mais oui, il y a quelque chose qu'il faut développer aussi. Quand on réfléchit sur votre grande guerre, je réfléchissais en même temps que vous parliez sur la prochaine grande guerre. Finalement, c'est compliqué d'attaquer la Russie et de faire égal à la Russie. C'est une puissance nucléaire majeure. La Chine, c'est un peu pareil. En plus d'être d'être la fabrique du monde. Donc une guerre ouverte semble compliquée. Des trois axes, des trois foyers de tension est de l'Europe, Proche-Orient et Pacifique, le seul lieu où semble-t-il il pourrait y avoir une guerre chaude, où l'empire américain, l'empire occidental viendrait frapper un pays qui est important, qui en plus permettrait de déstabiliser les BRICS, puisque ça c'est aussi le grand danger des BRICS, c'est l'Iran. Sachant que, attention, il commence à y avoir des rumeurs comme quoi les Iraniens auraient peut-être réussi à se doter de cette arme nucléaire. Mais si tel n'est pas le cas, ce sera bientôt le cas. Donc il y a urgence dans ces cas-là à déclencher une guerre avec l'Iran. Je rappelle qu'en 2016, c'était déjà c'était dans les tuyaux, et que l'échec assez surprenant d'Hillary Clinton a mis un petit caillou dans ce mécanisme, a grippé le mécanisme, parce que je pense que cette guerre contre l'Iran, elle était déjà prête en 2016. Il ne restait plus que, après avoir sabré le champagne, enclencher pour Hillary Clinton cette guerre. Et peut-être que l'agenda, moi c'est une de mes thèses, l'agenda perd du temps, et le temps ne se rattrape jamais en politique et en géopolitique. Et c'est ça qui peut faire tout capoter parfois. Mais je pense qu'en effet, et je vous laisse développer sur l'Iran, c'est bien là que la guerre pourrait être enclenchée très rapidement. Là, on le voit, l'escalade au Proche-Orient, c'est-à-dire en fait l'attaque du Liban, la violation de la souveraineté du Liban par Israël, a pour intérêt premier, évidemment, il y a une annexion, une annexion probable du sud Liban. On s'oriente vers une annexion et une épuration ethnique dans le sud Liban à moyen, long terme, ça c'est clair, mais en réalité, ce qui était visé, c'est le Hezbollah, et à travers le Hezbollah, l'influence géostratégique du Liban dans la région. Il faut rappeler, du Liban, pardon, de l'Iran dans la région. Il faut rappeler que l'Iran a joué un rôle fondamental dans la lutte contre Daesh, l'État islamique, qui avait été poussé, ou en tout cas aidé par les Américains, tout simplement d'un point de vue factuel, avec la destruction de l'Irak. Et s'était mis en place le fameux croissant chiite, où l'Iran avait, qu'on soit pro ou anti-Iran, avait œuvré pour contrer un projet qui était celui du morcellement du Moyen-Orient, et vous l'avez très bien dit, qui avait été présenté par des néoconservateurs et notamment par Condoleezza Rice, c'est-à-dire morceler le Proche-Orient en divers petits États, et notamment le projet du Kurdistan en faisait partie. Et l'Iran est le facteur réellement problématique de la région. Alors après, sur l'escalade, on voit que les Iraniens, alors même s'ils ont envoyé des bombes sur Israël, des bombes, des missiles hypersoniques, on voit quand même que l'Iran tempère et ne souhaite pas aller
dans une escalade totale du conflit. Actuellement, ça s'est un peu refroidi, c'est-à-dire Israël a un peu stoppé. Quand je dis un peu, c'est tout est voilà. Ouais. C'est subjectif. Hein. Quand il y a des gens qui meurent, quand il y a des gens qui meurent sous les bombes, c'est subjectif. Mais on va dire l'hystérie israélienne s'est un tout petit peu calmée depuis la semaine dernière. Est-ce que justement c'est à cause ou grâce à l'élection présidentielle américaine qui arrive. Donc, La détention de on va l'arme dire. nucléaire. Il y a Ou, eu une alors, il y a des explosion. rumeurs. Bon, Oui, oui, il y a des rumeurs où l'Iran aurait l'arme nucléaire. Personnellement, j'en doute. Après, je ne suis pas un ça fait expert réfléchir, en. hein. Bah voilà, c'est sûr que si Israël va trop loin, et en plus, l'Iran a montré avec son bombardement du 1er octobre qu'elle avait une capacité militaire que, qui dépassait à quoi s'attendaient les Israéliens. Mhm. Le dôme de fer et le système Arrow ont été dépassés par ce bombardement iranien et vraisemblablement, il y a eu des objectifs militaires, parce qu'en fait, les Israéliens ont surtout ciblé des objectifs militaires, voire même n'ont que ciblé des objectifs militaires. Et a priori, il y a beaucoup de bases militaires israéliennes qui ont été détruites. Donc, je pense que les Israéliens ont été quoi qu'il arrive, surpris. Et nous sommes, si je vous dis pas de bêtises, vers le 21 octobre, c'est-à-dire Israël n'a toujours pas répliqué à ce bombardement. Alors évidemment, la vengeance est un plat qui se mange froid, mais comme vous le dites, ils ont peut-être, surtout qu'Israël a quand même les meilleurs services de renseignement du monde, donc ils ont peut-être eu l'écho euh, d'une arme ou d'une certaine capacité qui se serait développée en assez peu de temps, ou en tout cas qui serait passée sous les radars, et que s'il y avait une réelle escalade, tout le monde aurait à perdre. Et d'ailleurs, 20 je ou le dis 30 kilotonnes, objectivement. vous savez, hein, Margaret, 20 ou 30 kilotonnes chargées sur un hypersonique, et vous n'avez plus de Tel Aviv. Hein. C'est pas plus Voilà, compliqué. tout à fait. Donc, à voir quelle est. Alors, malheureusement, je pense que l'hystérie belliciste d'Israël est assez folle. Donc, j'ai envie de dire, même des fois, est-ce que ça va réellement les freiner? J'espère, parce que n'oublions pas que si l'Iran a l'arme nucléaire, ça sanctuarise son territoire. Oui. Euh, mais mais est-ce que ça empêchera certaines attaques? C'est toujours la question. On voit bien que l'OTAN chatouille fortement la Russie, alors que la Russie a peut-être même la dissuasion nucléaire numéro un dans le monde. Ouais, Donc, mais on à voit bien que voir. le nucléaire, Marc Gabriel, quand même, stoppe les choses. À nouveau, on a beau dire, on a beau tout théoriser, la montée aux extrêmes. J'ai été le premier à le faire sur Clausewitz. Enfin, j'ai pas été le premier, mais le premier à le faire sur cette séquence. Néanmoins, on voit bien que, par exemple, lorsque Poutine a dit que la ligne rouge c'était la frappe en profondeur, ils ont reculé une fois, deux fois. Et l'OTAN, on dit oui, l'OTAN a perdu militairement. Ben, enfin, moi, je n'adhère pas à, ce, à cette thèse comme quoi la technologie russe est supérieure à celle de l'OTAN. Je n'y crois pas une seconde, à titre personnel, contrairement à beaucoup de mes amis. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas engager un certain nombre de leurs armes, l'OTAN, tout simplement parce que ça précipiterait un conflit nucléaire, c'est tout. Et que donc, on le voit bien, le nucléaire reste un moyen en effet, de sanctuariser son territoire, ce que vous venez de dire, Marc Gabriel. Et la question se pose donc de façon considérable, justement, sur l'Iran. Où en sont-ils réellement de leur programme nucléaire? Ça, c'est la question. Et sur le fait de sanctuariser, on nous répète toujours l'Union européenne. C'est grâce à l'Union européenne qu'on a la paix en Europe. Non, évidemment, la paix en Europe, et pour nous Français, c'est sûr et certain que c'est la bombe nucléaire qui sanctuarise notre territoire. Et comme vous le dites très bien, dans le cadre de la guerre en russo-ukrainienne, on voit bien que il y a une réticence à aller trop loin dans certaines actions. Et sur la question iranienne, j'ai envie de vous dire, si l'Iran, alors moi j'y crois assez peu, mais je ne suis pas le plus informé et je ne suis pas expert dans ces questions-là, je pense que l'Iran n'a pas de capacité nucléaire militaire. Mais si c'était le cas, ce serait une très bonne nouvelle, quoi qu'on en pense, ce serait J'ai une le très rien bonne nouvelle compris. parce
parce que voilà, ça gèlerait le conflit et ça éviterait certains débordements. Ça. Bon, après, quand on voit la folie israélienne, on se dit que, notamment avec leur programme Samson, on se dit que même avec une bombe nucléaire, l'Iran pourrait quand même être attaqué, mais en tout cas, ça freinerait et gèlerait le conflit pour plusieurs mois, en tout cas, parce qu'il y aurait évidemment une réflexion stratégique à mener du côté israélien pour voir comment on fait, voilà. Et il s'arrêterait peut-être au Liban, qui, lui, le pauvre Liban, n'a même pas d'armée en capacité de réagir aux agressions. Donc à voir, à voir. En tout cas, c'est une question très intéressante. Et la future élection, en tout cas, l'orientation du président américain sera aussi importante. Puisqu'elle freinera ou pas cette hystérie israélienne. Et là, on le voit, la vacance de pouvoir, en tout cas officielle. On sait très bien que le président américain ne décide pas de tout et souvent de pas grand-chose. Mais la vacance de pouvoir aux États-Unis a été très profitable à Israël. Et on l'a vu même, Israël est presque sorti du jeu international. Alors moi, j'appelle Israël l'entité ou le consortium. Je ne pense pas que c'est une nation. Je pense que c'est une entité qui est une excroissance, notamment du complexe militaro-industriel et de la grande finance. Voilà. Après, je vais Une arrêter dans tumeur. je vais arrêter, voilà, une tumeur, je vais arrêter dans les développements, mais justement, le fait qu'il n'y ait plus de président qui soit tout simplement capable de s'exprimer, ce que vous disiez avant, Nicolas, ça pose problème au niveau international. Et on voit qu'Israël, bon, même si c'est un jeu de théâtre, a augmenté les tensions diplomatiques avec la France, qui est un allié et un protecteur de l'entité sioniste, et surtout avec les États-Unis. Il y avait un article du New York Times qui disait comment Israël a perdu les États-Unis. Donc à voir ce qui va se passer demain avec la nouvelle élection. Et en tout cas, la question de la guerre au Proche-Orient, pour moi, elle est centrale. Parce qu'on voit derrière l'Iran, on n'en a pas parlé, mais il y a la Russie. C'est-à-dire la Russie s'implique dans un soutien, en tout cas géopolitique et diplomatique, qui est en fait un soutien gaulien, c'est-à-dire un soutien diplomatique de base, c'est-à-dire on ne doit pas agresser déjà des nations amies, mais on ne doit pas mal se comporter au niveau international en violant sans cesse des résolutions. Donc à voir ce qui va se passer. Israël a complètement discrédité, enfin souhaite discréditer le rôle de l'ONU, et on voit que ça pose des problèmes au niveau de l'ordre géopolitique mondial, sachant que l'ONU peut-être demain sera appelée à disparaître si on va vers un nouvel ordre politique, géopolitique international. C'est peut-être la logique de l'anomie défendue par notre ami Youssef Indy. On termine sur finalement ce que vous disiez sur cet ordre, cette firme mondialiste. Peut-elle se passer demain des États-Unis? On a vu que quand Musk finalement laissait un peu trop passer de la liberté d'expression, hop, le commissaire breton, là, l'ami du commissaire Barnier, tout de suite essaie de stopper l'hémorragie, on bloque tout, on ferme, on est dans un monde orwellien. Là, quid de l'évolution des institutions européennes? Si on en arrive sur un espèce de mondialisme hors sol, quoi de mieux on le dit dans les scénarios de l'Apocalypse de Saint Jean, vous savez bien qu'on coupe une tête, il en ressort 10 ou une encore plus redoutable. Est-ce que finalement, le centre de gravité de cet ordre mondialiste ne va pas peut-être glisser, non pas de l'autre côté à nouveau de l'Atlantique, mais en tout cas dans une espèce d'entité où l'Union européenne, prison des peuples, jouerait un rôle essentiel. Et ça serait dans l'agenda Macron, qui précéderait un peu l'agenda 2030, qui serait lui un agenda 2027, par exemple, et qui expliquerait ce qui se passe aujourd'hui en France. Ouais, je l'avais déjà dit sur votre antenne, notamment en début d'année. De toute manière, il va y avoir une tentative de glissement vers le fédéralisme. Et justement, à la rentrée, en cette rentrée de septembre 2024, alors il y a eu des discussions. Je vous avais dit que là, fondamentalement, le gouvernement Barnier, la recomposition du Parlement, ne remettent pas en cause sur le fond le soutien à l'Europe. C'est-à-dire, il n'y a pas de force politique en France. Le Rassemblement national à la marge, mais ils ont 180 députés. Et n'oubliez pas que pour réviser les traités, c'est 3/5 du Congrès, c'est-à-dire du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et je vous avais dit que de toute manière, il va y avoir une tentative de coup d'État
européen. Justement, alors Macron est encore chef d'État, ça n'a échappé à personne, et il est maintenant dans de la gestion, même si on a un gouvernement qui est macronien bis avec des LR, mais il est plus dans la gestion. Il est en train de s'affirmer avec une stature au-dessus de la mêlée. Bon, bah, ça reste du Macron, donc ça n'ira pas très loin. Mais c'est probable qu'il enclenche justement un narratif de l'homme de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe malade, les États n'y arrivent plus au niveau national, que ce soit sur l'immigration, au niveau économique. Il est temps de passer à, à une échelle supérieure et de la valider définitivement. Et il y a des discussions qui ont été adoptées au niveau de l'Union européenne et notamment au niveau de la Commission. Alors justement sur la révision des traités. Alors maintenant, les discussions parlent de clauses additionnelles aux traités. C'est-à-dire en Tiens, fait, on révisionne, parce que c'est toujours ça avec le droit, quand on a des super juristes, je suis juriste moi-même, mais quand on écoute certains juristes, on a l'impression que le droit est l'alpha et l'oméga et qu'on ne sortira pas, quand il y a un article, on respectera l'article et on ne peut pas faire autrement de la procédure, que ce soit pour le Frexit ou autre chose. C'est complètement l'inverse. En fait, quand il y a du droit, on peut inventer tout et n'importe quoi, le mettre à côté, le mettre au-dessus pour transformer la règle si elle ne nous convient pas. Et là, bizarrement, on a des discussions au sein de la Commission européenne qui évoqueraient la possibilité d'ajouter des clauses additionnelles aux traités existants, comme si par hasard, on était en incapacité dans les pays de réviser les traités au niveau national. Je rappelle qu'il faut une révision nationale et une adoption du traité par tous les pays membres actuellement. Et là, on évoque cette possibilité-là de réviser les traités, mais sans réviser les traités, en adoptant des clauses par l'intermédiaire de la légitimité du nouveau Parlement et de faire valider ces clauses additionnelles par la Commission. Donc vous voyez bien que s'il y a une volonté au plus haut sommet de l'État, le plus haut sommet de l'État, c'est Emmanuel Macron et sa femme Brigitte. S'il y a et Alexis Kohler, donc s'il y a une volonté de faire basculer la France, donc c'est pour ça que j'ai parlé de fameuses grandes bascules vers autre chose et de renforcer l'exécutif européen en disant bah oui là honnêtement la France est dépassée, il faut qu'on passe à un échelon supérieur. Et d'ailleurs je le dis quand on parle que la France est trop petite, parce que c'est souvent justement Michel Barnier a souvent évoqué le fait qu'il faut se méfier des nations recroquevillées quand on parle de patriotisme et de souverainisme. Euh, on, on évoque toujours le fait que la France est trop petite face aux grands poids lourds comme la Chine, les États-Unis ou la Russie. Mais par contre, Israël n'est jamais trop petite. C'est-à-dire, en fait, on a une entité qui est microscopique, qui doit faire la taille de 3 départements. Alors, elle peut tout faire. Elle a tous les soutiens internationaux. Enfin, tous les soutiens, non, elle en a pas beaucoup, mais elle a en tout cas ceux qui comptent. Et par contre, nous, la France, pays de 70 millions d'habitants, nous, on peut rien faire. C'est-à-dire, on peut pas contrôler notre monnaie, on n'est pas maître de notre armée. Il nous faut une souveraineté européenne de la défense, une souveraineté européenne économique. Et là, c'est toujours le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, il y a un discours qui est toujours intéressant. Et demain, juste pour revenir à votre question avant que je vais arrêter ma longue digression, demain, il est très probable qu'il y ait un changement de fonctionnement au sein de l'Union européenne qui se fasse à l'intérieur même de l'Union européenne. Ce qui, pour les juristes et pour ceux qui connaissent la règle, est inconcevable. C'est-à-dire, normalement, on doit absolument réviser les choses au niveau national et adopter adopter cette nouvelle procédure au niveau national. Mais demain, il n'est pas du tout impossible qu'on ait une révision interne des traités qui impose des obligations aux États. Alors sur le fond, on n'a pas encore les détails, mais l'année 2025, et notamment avec le rapport Draghi qui veut, on va dire, pérenniser, alors Mario Draghi hein, évidemment, le rapport Mario Draghi qui veut pérenniser la mutualisation des dettes et l'émission d'euro-obligations. Vous voyez, quand c'est pas impossible qu'on ait un basculement de responsabilité politique qui soit en adéquation avec justement l'émission de nouvelles monnaies. Et surtout qu'on va enclencher, et je m'arrête là, on a enclenché une petite baisse des taux par la Banque Centrale Européenne, donc on pourrait, quoi qu'il arrive, avoir, on va dire, des politiques qui favorisent l'émission de dette
même si nous, on en a déjà 3228 millions, 3228 milliards, on pourrait mutualiser les dettes. Et d'ailleurs, les grands perdants de l'histoire seraient les Allemands. Mais Mais en même oui, temps, ça les apprendra parce ils ont longtemps cru qu'ils allaient être les plus malins de l'Europe et qu'ils pouvaient détruire leurs adversaires, qui étaient la France et l'Italie, notamment leur industrie, en bénéficiant de l'euro. Donc les Allemands vont être sacrifiés. Je pense que l'année 2025 va être l'année du sacrifice de l'Allemagne sur l'autel des voitures électriques et bravo. de l'économie européenne. Et on pourrait aller à terme, s'il n'y a pas de révolte populaire, notamment en Allemagne ou en France, aller vers un glissement fédéral. Ça, D'où la je pense montée de qu'avant 2027, c'est le programme. la montée de puissance de la l'AfD. Vous avez la même chose en Autriche, bien évidemment. Après tout, on les a aidés on s'est endetté pour la reconstruction de l'Europe de l'Est, de l'Allemagne de l'Est et de l'Europe de l'Est. Évidemment que des européistes vont leur dire, bah, c'est ton tour maintenant. Et cette mutualisation de la dette, en effet, c'est une solution, un lâche soulagement pour nos petits épargnants aussi, peut-être, de se dire, ah, je vais pouvoir garder ça encore un moment. Ne vous inquiétez pas, on vous le prendra d'une manière ou d'une autre le jour venu. Hein. Et je me permets de le dire, puisque ça fait quelques temps que j'interviens sur GP. Je vous remercie de me donner la parole et ou même des fois de me donner une tribune, que ce soit dans la revue ou sur le site. Pour ceux qui ont un peu l'arriéré des analyses de géopolitique profonde, vous voyez bien que on n'en a pas parlé en introduction, mais une dette qui correspond à 100 000 milliards de dollars en 2024, ça a des conséquences sur certains actifs financiers. Donc, quand on vous promouvait l'achat d'or et d'argent en 2020 et qu'on voit le prix de l'once d'or actuellement, vous voyez qu'il y a des mécanismes tout simples. Ça paraît facile à dire, de dire acheter de l'or et de l'argent, mais pour les gens qui ont écouté les conseils prodigués par GP il y a quelques années, ça leur a permis, alors c'est pas l'alpha et l'oméga, hein, c'est une solution individuelle, mais qui pourrait après déboucher sur une solution collective, ça leur a permis quand même de voir, en tout cas de garantir et de préserver une partie de leur épargne. Et ça, c'est fondamental puisque tout ce dont on parle là, ça a une répercussion au niveau individuel en termes de saignée fiscale. Mais la saignée fiscale, vous pouvez aussi vous en prémunir en partie. Et c'est fondamental de garder à l'esprit qu'il y a des solutions. Comme vous l'avez dit en introduction, on parle de sujets où on est souvent un peu catastrophiste, mais en réalité, on a un programme politique qui veut nous être imposé. Et vous l'avez très bien dit, Nicolas, et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Les gens du dessus regardent ce qui se passe en dessous. C'est-à-dire, en fait, ils s'adaptent. Le fait, par exemple, que les États-Unis choisissent peut-être en priorité Trump, le Bitcoin et les stablecoins avant l'élaboration des CBDC, c'est aussi parce qu'aux États-Unis, il y a une frange populaire qui est carrément hostile au CBDC. Donc, il y a un plan B. Il y a potentiellement un plan B, c'est-à-dire on s'adapte. Vous avez parlé du Brexit, vous avez parlé d'élections de certains personnages. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et vous, individuellement, il y a des choses que vous pouvez mettre en place que vous pouvez les mettre même tout seul en place, c'est-à-dire étudier vous-même, regarder ce qui se dit et dire bah oui, ça ce serait pas mal. Quand je vois les performances de l'or ou de l'argent, je me dis qu'à terme, quand on va justement sur ce fameux horizon 2030 où on sera à 100% du PIB mondial, où la dette représentera 100% du PIB mondial, avoir une monnaie que personne ne fabrique qui est difficile, qui n'est pas censurable, voilà, vous pouvez vous tourner vers certaines solutions monétaires. Voilà, je m'arrête là, mais c'est pour dire que fondamentalement, il ne faut pas être catastrophiste puisqu'il y a des solutions qui existent et le combat amène les solutions. Voilà. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Le combat amène les solutions. C'était un plaisir, c'est toujours un plaisir et un stimulant intellectuel que de vous avoir, Marc-Gabriel Draghi, pendant plus d'une heure et demie. Nous avons échangé. Ça a été d'une profonde richesse. On a pu voir en tout cas que les gens n'ont pas... on est accro à vos réflexions puisque ça n'a eu de cesse de monter. J'ai pu voir le nombre d'internautes au fil de cette émission. Bon, le chat s'est égayé aussi de son côté. On en reparlera peut-être après. Mais en tout cas, magnifique émission. Merci beaucoup, Marc-Gabriel Draghi. Quel est votre, quand même pour conclure,
et puis après nous avoir fait ces belles publicités pour Géopolitique Profonde. Quelle est votre actualité, Marc Gabriel, dans les semaines et les mois qui viennent? Alors, j'ai une actualité où je vais reprendre les conférences en 2025 en Suisse et en Alsace, notamment sur les premiers trimestres 2025. Et je prépare un livre sur les monnaies numériques de banque centrale qu'on m'a demandé. Donc, je vais essayer de sortir ça. Et sinon, sur GP, je prépare un article alors que je finalise justement et je promets depuis longtemps, mais je prépare un article sur Israël et la 4e révolution industrielle. Donc on a un peu, on a un peu abordé les thématiques de cet article, mais je pense le livrer évidemment avant la fin de l'année. Et puis après, je pense qu'il sera publié fin 2024 ou début 2025, à voir avec mes amis Raphaël et Franck. Et voilà, c'est mon actualité du moment. Je table sur un livre pour 2025, justement pour parler des monnaies numériques de banque centrale et pour éviter d'être catastrophiste. C'est un agenda qui a pris beaucoup de retard et qui est même en partie en échec. Donc ça va être intéressant à traiter. Et je vous remercie, Nicolas. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et je suis désolé d'avoir dépassé le temps imparti, mais Non, c'était il n'y un avait pas plaisir de temps, d'échanger il y a avec pas vous. de temps imparti. On n'avait pas de temps imparti. En tout cas, moi, je m'étais fixé aucune limite à nos échanges, donc j'en suis très satisfait. Oui, une bonne heure et demie, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait pour aborder l'ensemble de ces sujets. Soyez-en certains. Et je suis certain aussi que ça a été très apprécié. Ben, merci beaucoup. Et puis, bon, cet article, évidemment, vous vaudra une invitation dans le libre journal de Géopolitique Profonde, puisque nous essayons sur Radio Courtoisie, dans ce libre journal, de mettre en avant et de mettre à l'honneur ceux qui écrivent dans la revue. Donc, ce sera une nouvelle occasion d'échanger ensemble et j'ai déjà hâte. Merci beaucoup, Marc Gabriel. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. D'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.